Bonjour, je vois donc que vous êtes à peu près 25 connectés pour l'instant. Euh, alors aujourd'hui, donc on va finir le cours sur les ondes mécaniques et j'espère pouvoir commencer les ondes électromagnétiques. D'accord. Monsieur, j'avais juste une question. Ouais, Euh, quand on a une équation différentielle de la forme dérivée seconde de θ, c'est que ça veut dire que c'est en fonction de θ? oui. D'accord. Vous- vous- Où est-ce que vous avez vu? C'est pour l'exercice 2, le pendule simple amorti, la question B. Ah, sur les exercices de TD? Oui, quand on D'accord, demande de mettre l'équation sous la forme dérivée seconde θ plus ouais, 2 sur taux dérivée de θ. c'est ça. C'est par rapport à l'angle en fait. C'est D'accord. ça. Ok. Donc c'est pour ça en fait qu'on prenait que par rapport à θ, pas par rapport à R. Ouais. D'accord. Et j'ai une autre question. Si je peux revenir sur la page 6. Alors, page 6. Touk touk. Onde progressive. Ah bah non. Sur la gamme chromatique. Ah. Ah oui, alors ça doit être sur la page 6 du dernier. Alors peut-être celle-là? D'accord. Quelle est la question du coup? Est-ce que vous pouvez formuler la question sur cette page? Vous n'avez pas compris pour le là. Alors, euh, donc, vous avez compris que quand on a une corde ici qui a une certaine longueur, ne va pouvoir s'établir sur cette corde que certaines fréquences. Ces fréquences, donc, on peut calculer qu'elles sont égales à la vitesse divisée par 2 fois la longueur pour la première fréquence, hein, pour celle-là. Et en fait, on peut montrer que c'est en fait le temps que met l'onde à faire un aller-retour ici. C'est-à-dire qu'on a un seul ventre, en fait. C'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Mais on peut aussi établir sur cette corde une deuxième fréquence qui va être ce qu'on appelle le premier harmonique, qui va être pour lequel on a deux ventres, donc avec un nœud au milieu, hein, puisque là, si on a deux ventres avec un nœud au milieu, on se retrouve bien avec au bord, ici, deux nœuds. Donc ça marche aussi. On peut établir une fréquence. Et donc, vous voyez que cette fréquence, en fait, c'est deux fois la fréquence du début. Et puis, on peut avoir 3 fois la fréquence du début, 4 fois la fréquence du début, etc. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est que ça, on va appeler ça, la première fréquence ici, on va appeler ça le premier harmonique. Et puis ici, la deuxième fréquence, on appelle ça le deuxième harmonique, la troisième harmonique, etc. OK, imaginons que vous ayez une corde ici avec une certaine longueur qui fait que pour cette longueur fondamentale, eh bien, la fréquence, ça correspond à 440 Hz. D'accord? On a une longueur particulière ici et une vitesse qui fait que la fréquence qu'on trouve pour la fréquence fondamentale, c'est 440 Hz. Vous voyez qu'il va pouvoir exister une deuxième fréquence qui est, pour la même longueur de corde, deux fois la première fréquence, c'est-à-dire 880 Hz. Quand on va passer de la première à la deuxième harmonique,
eh bien, on dit qu'on passe à l'octave supérieure. Dans une gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, quand on va du premier do au deuxième do, eh bien, on a multiplié la fréquence par un facteur 2. Et ensuite, ce qu'on appelle la gamme chromatique, donc c'est comment on va séparer cet intervalle en 8 intervalles de fréquence qui sont en fait découpés en 12, ce qu'on appelle des demi-tons. Et donc chaque demi-ton, enfin plutôt chaque ton ou demi-ton va correspondre à une note. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez que vous ayez une corde qui est cette longueur-là, que la première note, ce soit, donc pour cette longueur de corde, ce soit un La, 440. Et bien ensuite, donc, si vous avez une guitare, par exemple, quand vous allez mettre le doigt sur la première case de la guitare, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez raccourcir la longueur de la corde. Donc, vous allez changer la fréquence. Et donc, comme ça, sur une guitare, par exemple, eh bien, à chaque case, eh bien, on va passer un demi-ton. Et donc, si vous allez sur une guitare à la 12e case, eh bien, vous allez trouver en fait que vous avez coupé votre corde en deux. D'accord? La longueur de la corde sur la 12e case, eh bien, c'est la moitié de la corde initiale. Et vous avez fait une octave. Et donc, en fait, chaque note, enfin plutôt chaque demi-ton, va correspondre à une multiplication en fait par un facteur 2 puissance 1 douzième. Puisque une fois que vous aurez fait une multiplication 12 fois par 2 puissance 1 douzième, vous aurez multiplié par 2. Est-ce que c'est plus clair? OK. Alors, on va revoir ça aujourd'hui. Donc, je vais repartir aujourd'hui sur justement ce qu'on appelle la vitesse de propagation d'une onde mécanique et l'énergie transportée par ces ondes mécaniques. Et donc, le premier exemple, c'est sur les cordes. Juste avant ça, j'avais dit qu'aujourd'hui, je referai un petit point sur les travaux pratiques. Donc, j'ai été regarder ceux qui sont inscrits dans les groupes de travaux pratiques pour la deuxième session d'ETP, qui aura lieu après la semaine de vacances, là, en mars. Et donc, en fait, a priori, pour le groupe 1, a priori, tout le monde s'est inscrit, de ce que j'ai pu voir, à peu près tout le monde. Pour le groupe 2, par contre, il manque un grand nombre d'inscrits. Donc, ceux qui sont dans le groupe 2, si vous pouvez soit vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait, soit prévenir vos collègues qu'il faut qu'ils s'inscrivent dans les groupes. Il manque à peu près une dizaine d'inscrits. Et puis enfin, dans le groupe 3, tout le monde n'est pas inscrit non plus. Il manque un peu moins de monde là, hein. A priori, il y a 6-7 personnes qui ne se sont pas inscrites. Donc pareil pour le groupe 3. Si vous pouvez... Où est-ce qu'on s'inscrit? Alors, je vous avais envoyé un mail il y a 2 semaines. En fait, vous vous inscrivez dans le même fichier que là où vous êtes inscrit pour le premier TP. Simplement, il y a un autre onglet. Vous allez trouver ça dans votre... il y a un lien, en fait, vers un fichier Excel qui se trouve dans le dossier sur Eprel, où vous avez tous les documents concernant ce cours. OK? Si vous ne trouvez pas, vous demandez à vos collègues, hein, puisqu'il y a quand même 58 personnes qui sont inscrites. OK. OK, c'est important hein, de vous inscrire, notamment pour qu'on puisse définir le nombre de groupes exacts dont on a besoin. Voilà. Pour les comptes rendus, c'est un seul par binôme, tout à fait. Hein, pour les comptes rendus, je vous rappelle, donc sur les premiers TP que vous avez fait, là, la série de 2 TP, sur les vibrations, enfin, ou les oscillations, vous avez un compte rendu à rendre par binôme sur l'ensemble des 2 TP.
Ok, ces comptes rendus sont à rendre pour la semaine de la rentrée. Je mettrai, c'est ça, il faut que je le marque, parce que sinon j'oublie. Je mettrai donc des dossiers avec le nom de votre groupe, et donc vous déposerez votre compte rendu dans ces dossiers-là. Dans les dossiers, ça doit s'appeler exercice, je crois. Je vous mettrai un mail pour vous dire le dossier. Ok. Pas d'autres questions? On reprend sur les ondes? Ok. Alors, je vais essayer de mettre en plein écran. Ça va marcher. Ah. Là, j'ai un écran noir. Non, j'ai un écran blanc. Ah, a priori, j'ai un souci avec mes écrans. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, ça vient. Voilà, c'était juste un petit peu long à charger. Hop. Alors, je vais essayer, s'il veut bien. Non, il ne veut pas me donner la main pour avoir un laser ou un crayon. Si, ça y est. Hop. Voilà, prendre un petit pointeur laser. Ok, donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est effectivement cette vitesse de propagation des ondes sur un milieu donné. Donc, on va commencer par la corde, et puis ensuite, on regardera ce qui se passe pour les ondes sonores. Alors, si vous avez une corde, ça va être caractérisé en fait par ce qu'on appelle sa masse linéique. C'est-à-dire vous avez une corde qui a une certaine section, qui est faite d'un certain matériau, et donc ça va vous donner une certaine masse par unité de longueur. En gros, si vous prenez la masse volumique du matériau, que vous avez la section, eh bien, vous divisez cette masse volumique par la section. Pour une certaine longueur de corde, vous allez avoir une certaine masse. Et donc, si vous divisez la masse totale de votre corde par la longueur de la corde, eh bien, vous avez la masse linéique. On la note mu en général. Donc ça, c'est une caractéristique de la corde, hein, c'est-à-dire que ça dépend du matériau de la corde, ça dépend de sa section, voilà, c'est caractéristique de la corde en elle-même. Et puis d'autre part, donc cette corde, vous allez la tendre, et donc vous allez exercer une certaine tension sur la corde. D'accord? Imaginez, vous l'accrochez à chaque bout, hein, comme sur une guitare par exemple, c'est accroché à un bout, et de l'autre côté, vous avez un mécanisme pour tendre la corde. Donc, vous allez avoir une certaine tension qui s'exprime, c'est une force qui s'exerce, qui tire des deux côtés de la corde. Donc, ça va s'exprimer en newton. Alors, vous avez ici donc un schéma en fait d'un bout de corde. Okay, c'est un petit bout de corde que je note DL, donc un tout petit élément d'une corde. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va propager le long de cette corde, le long de cet élément DL, une onde. Autrement dit, par exemple, sur une guitare, vous pincez la corde, c'est-à-dire vous soulevez la corde de sa position d'équilibre et vous la lâchez. Et donc, il y a une onde qui va se propager le long de la corde. Ok, cette corde, elle a donc une tension T. Donc, la tension, si je la prends aux deux bouts de mon élément DL, là, il y a une tension qui tire vers la gauche et puis une tension qui tire vers la droite. On va supposer que la tension, c'est la même des deux côtés. Et donc, ce qu'on va écrire, c'est la relation fondamentale de la dynamique. C'est-à-dire que les forces qui s'exercent sur la corde, eh bien, ça va être le produit de sa masse par l'accélération. Ah,
une petite question sur les groupes encore. Alors, excusez-moi de revenir là-dessus, mais concernant les TP, il n'y a plus de place dans les groupes. Dans quel groupe? Pour le SPI 3, alors, il y a un normalement si. Pardon monsieur, vous m'entendez Oui, là? allez-y. En fait, on est en binôme et il y a plus du tout de place dans les groupes et on aimerait, rester ensemble si c'est Si, possible. il y a un groupe E où il y a personne. Ah d'accord, je voyais pas D'accord? et mais du coup, le groupe E, ils passent les 2 TP, le même jour? Ouais, alors je vais voir pour ça, je vais voir si on peut pas s'arranger pour qu'il y ait un autre groupe qui intervertisse, de manière à ce que vous ayez effectivement pas toute la journée de TP, c'est un peu long. D'accord, merci. D'accord? Et donc, Ah, monsieur, on s'inscrit pour le groupe E du matin, du coup, ou on est obligé de s'inscrire pour les deux, du coup? Inscrivez-vous pour les 2 et après je verrai pour les horaires. d'accord. Pardon de vous D'accord? avoir, Je vous coupé. je vous préviendrai. Ok, excusez-nous, monsieur. Je vous en prie. OK. Donc si j'écris cette, relation fondamentale de la dynamique, hein, donc je peux exprimer l'accélération comme étant, bah, une accélération selon x plus une accélération selon y, éventuellement. Simplement, je vais considérer que en fait, l'accélération donc ça passe mal aujourd'hui, hein. Heu, peut-être c'est parce que j'ai le voilà, j'enlève ça. En fait, la déformation de la corde, hein, elle ne va pas se faire selon x. Je vais supposer que selon x, j'ai toujours la même tension. Simplement, je vais avoir une déformation selon y. D'accord? Je vais soulever ma corde et donc quand l'onde va passer, en fait, elle va soulever la corde d'une position d'équilibre, hein, qui serait ici selon x. Donc en fait, le terme ici en d2x sur dt2, on ne va pas le considérer. On va considérer qu'il n'y a pas de déformation selon x, donc ce terme-là est nul. Donc il va nous rester pour l'accélération qu'un terme en d2y sur dt2. Et puis ensuite, je peux exprimer la masse en fonction de la masse linéique. Comme j'ai ici un petit élément dl, la masse de cet élément-là, c'est mu, la masse linéique, fois dl, la longueur de l'élément. Donc finalement, ici, le produit de la masse par l'accélération, hein, ça va être ce que j'ai ici dans le terme de gauche, mu dl fois d de y sur dt2. Donc ça, c'est égal à quoi? Ça va être égal à la force qui s'exerce. Alors ici, j'ai deux forces en fait. J'ai une force qui tire vers la gauche, la tension du fil vers la gauche, et puis j'ai une force qui tire vers la droite, la tension du fil vers la droite. Et donc, comme je regarde simplement ce qui s'exerce selon la direction y, il faut que je projette ces deux forces selon y. Donc ici, si j'appelle θ, ici l'angle en x, et θ de x plus dx, l'angle en x plus dx, eh bien à ce moment-là, je vais trouver que la force qui s'exerce, donc à droite, c'est t sinus θ, hein, je projette sur y, sinus θ de x plus dx, et puis à gauche, ici, je projette sur y la tension qui s'exerce vers la gauche, donc c'est moins t sinus θ de x. Bon, je peux mettre le t en facteur, et en fait, j'ai t facteur de sinus θ de x plus dx moins sinus θ de x. Alors ici, je vais utiliser une approximation qu'on fait souvent pour résoudre ce type de problème. C'est que, je vais supposer que la déformation de ma corde, ici, selon y, elle n'est pas trop grande. D'accord? J'ai écarté ma corde que d'un petit... les deux tensions ne se compensent-elles pas? Elles se compensent en partie, mais simplement, le fait que j'ai une déformation, ça fait que la force d'un côté n'est pas exactement égale à la force de l'autre. C'est justement ça qui va créer l'onde et qui va faire que l'onde puisse se propager. Hein. Si vous ne pouvez pas déformer votre corde, si c'était vraiment égal de chaque côté, à ce moment-là, vous n'auriez pas d'onde, puisque vous ne pourriez pas écarter de la position d'équilibre.
Donc, du coup, ce qu'on va utiliser comme approximation ici, eh bien, c'est que en fait, le sinus de l'angle, ça va être petit. Donc, ça va être égal, en fait, quasiment à la tangente de l'angle. Et donc, la tangente de l'angle, en fait, ben, ce n'est rien d'autre que la pente, hein, c'est-à-dire dy sur dx. OK, donc c'est la pente qu'on a ici. Donc, cette pente, elle est petite, hein. C'est ça qu'on suppose, en fait. Et puis, on va supposer que l'élément dl, il est aussi suffisamment petit, avec un angle θ suffisamment petit pour que dl, ce soit à peu près égal à dx. OK? Donc, du coup, si je remets ça ici dans le sinus θ de x plus dx moins sinus θ de x, ben, je vais pouvoir remplacer ça par la pente, en fait. Donc, dy de x plus dx sur dx moins dy de x sur dx. Et en fait, ici, je vais reconnaître quand dx tend vers 0, eh bien, la dérivée, donc qui va être finalement, comme ici, j'ai une dérivée de dérivée, hein, ça va être la dérivée seconde de y par rapport à x. Et que je multiplie par dx, hein, pour que ce soit homogène ici. En fait, ça revient à faire ici en fait, un développement limité de dy de x plus dx sur dx à l'ordre 2. OK, et donc finalement, bah, c'est cette quantité-là que je vais remplacer ici, c'est-à-dire que le sinus de θ de x plus dx moins sinus θ de x, eh bien, c'est en fait égal à la dérivée seconde de y par rapport à x fois dx. Donc, si je remplace ça dans l'équation que j'ai ici, eh bien, d'un côté, j'ai un mu dl d de y sur dt2 égale à t d de y sur dx2 fois dx. OK, si je dis que dx et dl, c'est la même chose, à ce moment-là, vous voyez que je vais pouvoir simplifier ici le dl et le dx. Et je vais me retrouver donc avec cette équation-là, c'est-à-dire mu sur t d2y sur dt2 est égal à d2y sur dx2. Et en fait, ici, je retrouve ce qu'on appelle l'équation d'onde. Hein, ça a la forme d'une équation d'onde avec, d'un côté, une dérivée seconde par rapport à t, de l'autre côté, une dérivée seconde par rapport à x. Et en fait, le facteur entre les deux, eh ben, c'est la vitesse. Et donc ici, mu sur t, c'est 1 sur la vitesse au carré. Autrement dit, la vitesse, donc qui est la vitesse de propagation de l'onde, eh bien, c'est égal à la racine carrée de t, la tension qu'on met sur la corde, divisé par mu, qui est la caractéristique de la corde, c'est-à-dire sa masse linéique. OK? Donc, quand vous allez déformer votre corde, la déformation va se propager le long de la corde à une certaine vitesse. Cette vitesse de propagation de la déformation, eh bien, elle est proportionnelle à la tension, alors en fait à la racine carrée de la tension, et inversement proportionnelle à la racine carrée de la masse linéique. Bon, en fait, ça se comprend assez bien, hein. Plus vous allez avoir de tension sur la corde, eh bien, plus l'onde va pouvoir se propager rapidement. Inversement, plus votre corde va avoir une masse linéique importante, eh bien, moins la vitesse va être importante. Alors, du coup, on peut repartir donc sur l'exemple qu'on avait vu sur une corde, par exemple une corde tendue à deux extrémités d'une guitare, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, donc on l'a revu là en début de cours tout à l'heure, hein, puisqu'il y avait la question. Si votre corde est accrochée au debout, eh bien, il va s'établir sur cette corde ce qu'on appelle une onde stationnaire. Et ben, pour une longueur de corde donnée, comme vous ne pouvez avoir qu'un nombre entier de demi-longueurs d'onde, eh bien, à ce moment-là, le nombre de demi-longueurs d'onde que vous avez va être proportionnel à la longueur de la corde. Autrement dit, la longueur d'onde,
qui va pouvoir s'établir, eh bien, c'est 2 fois la longueur de la corde divisé par n, où n, il peut prendre les valeurs 1, 2, 3, etc. OK. Et puis ensuite, ce qu'on peut utiliser, donc, c'est la relation entre la fréquence et la longueur d'onde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion, hein, je vous rappelle. C'est la même relation que celle qui relie le nombre d'ondes, k, 2π sur lambda, qui est égal à 2π sur lambda, à la pulsation oméga, qui est égale à 2πf. Et donc, le produit de la fréquence par la longueur d'onde, eh bien, c'est justement égal à la vitesse. Autrement dit, la fréquence, eh bien, c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. Mais du coup, si on a une onde stationnaire, la longueur d'onde, eh bien, je peux la remplacer par sa valeur ici. 2 fois la longueur de la corde divisé par n, le numéro d'ordre de l'harmonique. Donc ici, si je remplace lambda par cette valeur-là, que je remplace v par justement la vitesse de propagation de l'onde, à ce moment-là, j'ai n sur 2L racine de t sur mu. Autrement dit, les fréquences qui vont pouvoir s'établir sur cette corde, eh bien, elles sont inversement proportionnelles à la longueur et puis proportionnelles à la racine carrée du rapport entre la tension de la corde et sa masse linéique. Donc, on peut faire un petit exemple par rapport à ça. Imaginez que vous ayez donc, par exemple, une corde de guitare donc, qui a une certaine longueur. Moi, je prends une guitare, hein, ça pourrait être un violon ou n'importe quel instrument à cordes. Donc, on a une certaine longueur, par exemple 60 cm, imaginons. Et puis, donc, on a une certaine masse linéique. Je vais prendre ici 10,3 kg par mètre. D'accord? 1 gramme par mètre. Hein, c'est une corde assez fine. Ok, ça pourrait être la corde la plus aiguë, par exemple, sur une guitare. Eh bien, en jouant sur la tension T de la corde, d'accord, ici, je vais faire varier le T. Donc, vous voyez que ça va changer la fréquence. D'accord? Pour mu fixé, une longueur L fixée, eh bien, quand je joue sur la tension de la corde, ça va jouer sur la fréquence. Et donc, c'est bien ça quand on fait, par exemple, quand on essaye d'accorder une guitare, eh bien, en fait, on va tendre la corde de la guitare jusqu'à ce que la fréquence obtenue, eh bien, soit celle qu'on veut. Alors, si vous tendez, par exemple, si vous prenez comme référence, par exemple, le diapason, hein, le La 440, eh bien, vous allez tendre la corde jusqu'à obtenir la même fréquence que 440 Hz. Et donc, on peut calculer à quelle tension de corde ça correspond. Donc, il suffit d'inverser en fait cette expression-là. Hein. Mettre la tension en fonction de la fréquence, de la masse linéique et de la longueur de la corde. Et vous allez voir qu'on trouve quelque chose qui est de l'ordre de 280 newtons. C'est assez énorme. Hein. 280 newtons, c'est comme si, imaginez que votre corde, vous l'accrochiez au plafond, il faudrait lui mettre 280 kg pour avoir cette tension-là. Bon, en fait, la tension d'une corde de guitare, hein, c'est en fait pas tout à fait un La 440 hein, pour la plus aiguë, c'est en fait un Mi. Mais bon, donc on a plutôt une tension qui est de l'ordre de 160 newtons, je crois. Mais ça reste quand même assez énorme. Voilà, donc vous voyez qu'on a ici une relation directe entre ces paramètres de la corde hein, qui vont fixer, par exemple, la vitesse de propagation de l'onde. OK. Alors, du coup, si on a une vitesse de propagation de l'onde, eh bien, on va avoir une certaine énergie cinétique de cette onde. Hein. Cette énergie, elle va être transportée le long de l'onde. En fait, c'est l'énergie que vous mettez au départ, quand vous déformez la corde, eh bien, elle va se propager le long de l'onde. Alors, on peut déterminer donc du coup cette énergie cinétique pour un élément dx de déplacement. Donc la masse, donc on va avoir 1,5 de mv2. Hein. La masse, donc c'est l'élément mu dx. Et puis ici, le v, c'est dy sur dt qu'on élève au carré. Donc ça, c'est pour l'énergie cinétique élémentaire.
Et puis, on va aussi avoir éventuellement une énergie potentielle qui va être bien, le travail qui va s'effectuer quand on va allonger la corde de dl moins dx. Alors, on peut calculer donc le travail donc, qui va être l'énergie potentielle, c'est donc d de l'énergie potentielle, c'est un travail élémentaire, l'énergie potentielle élémentaire, si vous voulez. Donc, c'est T fois la différence entre dl et dx. On a vu que c'était tout petit, mais ce n'est pas nul. Alors, dl, on peut l'exprimer en fonction de dx et dy. C'est racine carrée de dx2 plus dy2. Et puis, si on met le dx en facteur, eh bien, ça va être, ici, vous sortez un dx2, racine de dx2, donc vous avez un dx ici qui sort, et donc vous allez avoir t dx fois racine de 1 moins dy sur dx au carré moins 1. Et puis, si vous faites un développement limité de 1 plus x2, enfin racine carrée de 1 plus x2, eh bien, ça va vous faire 1 plus 1,5 de x2. Donc, vous allez avoir 1 plus 1,5 de x2 moins 1, ça fait 1,5 de cette quantité au carré, dy sur dx au carré. Et donc, finalement, l'énergie potentielle, eh bien, elle est donnée ici, c'est 1,5 de t dx fois dy sur dx au carré. Donc, finalement, l'énergie totale, ça va être la somme de ces deux termes-là. Donc, l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, 1,5 de mu dx dy sur dt au carré. Donc, ça, c'est le terme d'énergie cinétique, 1,5 de mv2. Et puis, l'énergie potentielle, 1,5 de t dx dy sur dx au carré. Alors, on peut regarder pour une onde particulière. Donc, nous, les ondes qu'on aime bien, c'est les ondes de type harmonique, comme celle-là, c'est-à-dire de la forme y max cosinus kx moins oméga t. D'accord? Une onde progressive, harmonique. Donc, si je calcule les dérivées partielles de cette onde par rapport à t et par rapport à x, je vais avoir dy sur dt, donc je dérive cette expression-là, par rapport à t, donc un moins oméga fois y max sinus de kx moins oméga t. Et puis ici, je vais dériver ici dy sur dx par rapport à x, et donc je vais avoir un moins ky sinus dx moins oméga t. Alors, comme je sais que j'ai cette relation de dispersion, c'est-à-dire que oméga, c'est égal à k fois v, la vitesse. Si j'élève ça au carré, ça veut dire que oméga 2, c'est moins k2 v2. Et donc, la vitesse, je l'ai déterminée tout à l'heure, c'est t sur mu. Donc, autrement dit, oméga 2, c'est k2 k2 fois t sur mu. Donc, du coup, je vais pouvoir réécrire ici mon énergie totale comme étant donc la somme de l'énergie cinétique. Donc, je vais ici remplacer dy sur dt au carré par cette valeur-là au carré. Donc, ça va me faire, une fois que j'ai dérivé ici, un oméga 2 y2 qui va venir. Et puis, pour ici, 1,5 de t dx dy sur dx au carré, eh bien, je vais avoir ici un ky au carré qui va apparaître. Donc, un k2. Donc, j'ai 1,5 de t dx k2. Et puis, je peux mettre y2 sinus carré de kx moins oméga t en facteur. OK, donc finalement, vous avez ici l'expression de l'énergie élémentaire pour un élément dx. Autrement dit, on va définir ce qu'on appelle la densité d'énergie linéique. Donc, c'est l'énergie par unité de longueur de la corde qui va se transporter d'un point à un autre. Et vous voyez que cette énergie, donc, elle est proportionnelle à la masse linéique, à la fréquence ou à la pulsation au carré et au carré de l'amplitude de la déformation que vous avez mis au départ.
Donc, on peut regarder, par exemple, l'énergie moyenne en un point donné. Donc, on prend, par exemple, en x égale à 0. Donc, on va avoir ici l'énergie linéique, ça va être 1,5. Alors, le 1,5 il vient du fait qu'on prend une moyenne sur une période. Donc, on a la moyenne de sinus carré. Moyenne de sinus carré, c'est 1,5. Ensuite, on va avoir le terme mu multiplié par oméga 2, y2, c'est-à-dire oméga fois y au carré. Donc, vous voyez que l'énergie moyenne qui est transportée par cette onde, eh bien, c'est quelque chose qui est proportionnel au carré de l'amplitude de l'onde. Alors, on peut aussi calculer la puissance, hein, c'est-à-dire, regardez, la puissance, hein, c'est l'énergie par unité de temps. Donc, on peut exprimer dE sur dt en fonction de dE sur dx soit dx sur dt. dx sur dt, hein, c'est la vitesse de propagation. Donc ici, on va avoir P fois 1,5 de mu oméga y au carré fois la vitesse de propagation. Donc ça va être la puissance de l'onde transportée par cette déformation que vous avez donnée au départ. Ok, donc voilà comment on peut calculer pour une corde, enfin pour des cordes, eh bien, ces puissances et ces énergies et ces vitesses transportées par l'onde. Alors ensuite, on peut regarder ça, donc cette application, on peut la regarder aussi pour, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le cadre où on a non plus une corde, mais le son. Ok, donc dans le son, ce qui va importer, ça va être donc les couches d'air dans lesquelles on va se faire propager une onde, qui est une onde longitudinale. Et donc, on va supposer ici que c'est une onde qui se propage à l'intérieur d'un tuyau, avec une certaine section ici du tuyau, que j'appelle grand S. Et puis l'onde elle-même, je l'appelle petit s de x et de t. Donc ici, j'ai un certain fluide, donc si je prends de l'air par exemple, et puis ce qui va se passer, c'est que ce fluide, donc il a une certaine densité, et je vais créer ici par un phénomène de compression, donc ici j'ai un piston par exemple, donc je vais comprimer l'air, puis revenir en arrière et donc le détendre. Et donc cette compression détente, eh bien, elle va se propager le long de mon tuyau. Ok, ce qui caractérise le fluide ici, donc si c'est de l'air ou si c'est de l'eau par exemple, ça va être sa masse volumique. Et puis ce qu'on va regarder, eh bien, ça va être la variation de pression au passage de l'onde. D'accord, je vous rappelle, la pression, c'est la force par unité de surface. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme pour la corde, on va prendre ici un élément de fluide, donc d'une certaine épaisseur, infinitésimale, que je vais appeler dx. Donc j'ai ici un volume, en fait, de fluide au départ, quand je suis au repos, qui est la section S fois dx. D'accord? C'est mon volume initial. Et puis, j'ai mon onde qui va arriver ici, qui va comprimer ou détendre, selon que je suis sur un maximum ou un minimum de mon onde. Et donc, ça va en fait déplacer ici mon petit volume élémentaire qui va, par exemple, alors je vais supposer ici que il va s'élargir, donc il va se prendre plus de place. Et donc, je vais regarder ici ce que devient son épaisseur. Donc, j'ai ici un élément de volume donc, qui commence à x et qui finit à x plus dx. Un instant plus tard, donc j'ai mon onde qui passe, qui va transporter ici la partie qui était à x, elle va se retrouver à x plus s de x et de t. Et puis la partie qui était à x plus dx, elle va se retrouver à x plus dx, ça c'était là où elle était au départ, plus
S de x plus dx de t. Donc, si je fais la différence ici entre les deux positions, vous voyez que l'épaisseur, donc c'est x plus dx plus s de x plus dx de t, moins x plus s de x. Et donc, finalement, vous voyez que l'épaisseur, elle devient s de x plus dx moins s de x plus dx. OK, donc finalement, le nouveau volume que j'ai ici, une fois que mon onde est passée, ou quand mon onde passe, eh bien, c'est la section multipliée par la nouvelle longueur, qui est cette fois-ci donc s de x plus dx. Alors, j'ai oublié de mettre de t là, moins s de x de t plus dx. Et donc, du coup, je vais pouvoir calculer la variation de volume entre le volume initial qu'elle avait et ce volume une fois que l'onde est passée. Ça va être la différence entre les deux volumes ici. Delta V, c'est V moins V0. C'est-à-dire, il suffit de faire le calcul, donc de ça moins ça. Et donc, on va trouver que c'est S de x plus dx moins S de x. C'est-à-dire, ici, on retrouve une dérivée, en fait, de S. Donc, c'est la dérivée de S par rapport à x, multipliée par l'élément dx. Donc, en fait, la variation de volume, ça va être S de x fois la dérivée de S par rapport à x. Alors, S de x, c'est V0. Donc, du coup, ça va être V0 ds sur dx. Alors, d rond S sur d rond x. Et si je regarde donc la variation relative, c'est-à-dire un delta V sur V0, c'est simplement la dérivée de S par rapport à x. OK, alors maintenant, il va falloir que je relie ça à la pression. Alors, sous l'influence de l'onde, donc ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une variation de pression. Au départ, je suis à une pression P0, et puis quand l'onde passe, je vais avoir une nouvelle pression, P de x et de t. Cette pression, elle peut être supérieure ou inférieure à la pression P0. En tout cas, je vais avoir une variation de pression qui va être P de x et de t quand mon onde est présente, moins P0, qui était finalement ce que j'avais avant que l'onde soit présente, quand mon fluide était au repos. Donc, je vais appeler ça la variation de pression. Donc, j'appelle ça P de x et de petit p de x et de t. C'est ce qu'on appelle en général la surpression, même si des fois, ça peut être une dépression si c'est négatif. Mais on appelle ça la surpression ou encore la pression acoustique. D'accord? C'est mon onde qui passe et qui fait varier la pression dans mes couches d'air. C'est ça qui va se propager de proche en proche dans mon onde acoustique. OK, alors là, il faut que j'introduise une quantité donc, qui vient de la thermodynamique, qui est en fait la relation qu'on a entre la variation de pression et la variation de volume. En fait, en thermodynamique, on peut montrer qu'à température constante, je passe là-dessus, mais si on n'a pas de variation de température, le delta V, en fait, c'est la dérivée du volume par rapport à la pression, fois justement cette pression acoustique. Ou autrement dit, la variation relative du volume, donc delta V sur V0, c'est 1 sur V0, la dérivée de V par rapport à la pression, V c'est le volume, fois justement cette surpression, la pression acoustique. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait trouvé précédemment, c'est que en fait, cette variation relative, delta V sur V0, c'était D rond S sur D rond X. La dérivée de mon onde S par rapport à la position X. Alors, on va définir ce qu'on appelle la compressibilité, donc qui est en fait la variation relative de mon volume due à la pression. D'accord? Quand j'ai imaginez un volume de gaz, par exemple, quand vous changez la pression, vous allez changer le volume. D'accord? Et donc, on appelle la compressibilité, c'est-à-dire la manière dont
un fluide est compressible ou pas, eh bien justement cette quantité de variation relative du volume par rapport à la pression. Hein, c'est-à-dire finalement delta V sur V0. OK, donc ça, c'est ce qu'on appelle la compressibilité. Vous voyez, alors cette compressibilité, hein, par exemple, pour l'air, elle va être, donc on va facilement comprimer l'air. Mais si vous prenez un fluide, par exemple, comme de l'eau, bah là, vous allez avoir beaucoup plus de mal à le comprimer. Donc, ça va être beaucoup plus petit, la compressibilité. OK. Donc, du coup, si je réécris donc, cette variation relative de volume, donc c'est d rond S sur d rond X, mais c'est aussi 1 sur V0 d de V sur dP fois P de X. Et ça, c'est moins la compressibilité fois P de X. Et donc, du coup, vous voyez que la surpression, c'est-à-dire la variation de pression, en fait, eh bien, c'est 1 sur, alors moins, un terme négatif, 1 sur xi, donc la compressibilité, fois d rond S sur d rond X. OK, du coup, maintenant, il faut que j'écrive ma relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire que je regarde la force qui va s'exercer sur mon élément de volume ici, qui est soumis à cette onde. C'est-à-dire que quand, en fait, je comprime mon onde, quand je comprime mon fluide, ou quand je le détends, il va s'exercer de chaque côté du fluide une certaine force, en fait une certaine pression, qui vient du fluide qui est à côté, quoi. Le fluide qui est à côté, il réagit en fonction de cette détente ou de cette compression, et donc ça va exercer des forces à droite et à gauche. Donc à gauche, une force F de x et de t, à droite, une force F de x plus dx et de t. Et cette force qui s'exerce, ce n'est rien d'autre que le produit de la surface par la pression. Hein, puisque la pression, c'est en fait la force divisée par la surface. Donc à gauche, je vais avoir une force qui s'exerce qui est S fois la pression. Donc ça, c'est en x. En x plus dx, je vais avoir une force qui s'exerce qui est F de x plus dx, qui va être moins S. D'accord? Elle s'exerce dans l'autre sens, vers les x négatifs, moins S de P de x plus dx. Autrement dit, la force totale, hein, c'est la somme des deux. Donc c'est F de x plus F de x plus dx, que je peux exprimer en fonction de la pression, c'est-à-dire c'est S fois P de x moins P de x plus dx. OK, du coup, cette variation de pression, là, entre x et x plus dx, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de la surpression. OK? Ça, on peut le faire grâce à cette relation ici. D'accord? La variation de pression ici, P de x et de t moins P0, c'est la surpression. Autrement dit, la pression en x, c'est la surpression plus P0. Donc, si je remplace dans cette équation-là, d'accord, dans cette équation-là, je remplace P de x par la surpression plus P0. Ici, j'ai moins P de x. Alors, attention, il y a des parenthèses ici, donc ça va être moins la surpression en x plus dx, donc P de x plus dx, plus P0. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai plus P0 moins P0. Ça va se simplifier. Et donc, il va me rester que, ici, la variation de surpression, donc S fois P de x, la surpression, moins P de x plus dx, la surpression en x plus dx. Et je vous rappelle, cette surpression, cette variation de surpression, hein, on peut l'exprimer ici en fonction de la dérivée de S par rapport à x. Donc ici, donc je vois que ici, j'ai une dérivée de P par rapport à x. Donc le terme ici de force, hein, c'est moins S dx fois la dérivée de P par rapport à x. Donc si j'écris le principe fondamental de la dynamique,
ici, j'ai somme des forces égale ma. L'accélération, donc c'est d2s sur dt2. Donc ça se fait selon l'axe des x. Hein. Et puis la masse, bah, je peux l'exprimer par rapport à la masse volumique, ρ, fois l'élément de volume, s fois dx. Donc la masse, c'est ρ s dx. Donc finalement, l'accélération, hein, c'est ρ s dx fois ds sur dt2, enfin, d2s sur dt2. Et donc ça va être égal à quoi? Ben, à la force qui s'exerce. Hein. La force qui s'exerce, on l'a calculée ici. C'est moins s dx d rond p sur d rond x. Donc c'est ce que j'ai réécrit ici. Et donc finalement, vous voyez que ici, je vais avoir d'un côté donc d2s sur dt2, ce terme-là, qui va être égal, donc vous voyez que les s vont simplifier ici, les dx aussi, et donc je vais avoir 1 sur ρ dp sur dx. dp, c'est la surpression. Et je vous rappelle que dp sur dx, d'après ce qu'on a vu ici, hein, que je viens de vous rappeler, dp sur dx, ben, je dois dériver cette expression-là. Donc ça va me faire un moins 1 sur xi, ça c'est une constante, fois la dérivée de s, donc la dérivée seconde du coup, de s par rapport à x. Donc c'est ce terme-là que je retrouve ici. Je vais avoir finalement, donc ici je vais avoir un terme 1 sur ρ fois 1 sur xi, donc 1 sur ρ fois xi, d2s sur dx2. Et vous voyez qu'ici, cette équation-là, eh bien, ça ressemble fortement à ce qu'on a appelé l'équation d'onde, c'est-à-dire d'un côté la dérivée seconde de s par rapport à t, et de l'autre côté la dérivée seconde de s par rapport à x. Et le facteur entre les deux, eh bien, c'est le facteur de vitesse, justement, de propagation de l'onde. Donc la vitesse de propagation, eh bien, ça va être la racine carrée de 1 sur ρ xi. Ρ étant la densité, et xi, la compressibilité. Autrement dit, si vous connaissez la densité de votre fluide, de l'air ou de l'eau, que vous connaissez sa compressibilité, eh bien, vous allez pouvoir calculer la vitesse de propagation dans l'air ou dans l'eau d'une onde. Ok, bah du coup, on peut faire une petite application de ça. Donc, par exemple, si on prend l'air, donc on va prendre de l'air dans des conditions standards de température et de pression. Donc, conditions standards, hein, c'est 1 atmosphère et 0 degré C, c'est-à-dire 273 K. On a une masse volumique de l'air qui est de l'ordre de 1,3 kg par mètre cube. Et puis, on a un terme de compressibilité, xi, qui est de 7-10-6. Alors, ça s'exprime en Pascal moins 1. Si je fais le calcul de 1 sur ρ xi, que je prends la racine carrée, eh bien, du coup, je vais trouver la vitesse. Donc, si vous faites 1 sur racine carrée de 1,3 fois 7-10-6, eh bien, vous allez trouver que vous avez une vitesse qui est de l'ordre de 330 mètres par seconde. Okay, ça, c'est bien la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air. Ça fait combien, ça, à peu près en km/h? Bah, il faut multiplier par 3,6. D'accord? Et on trouve quelque chose qui est de l'ordre de 1000 km/h. OK? C'est ce qu'on appelle aussi le mur du son, hein, cette vitesse-là. C'est-à-dire que si votre onde, elle essaye d'aller, enfin, si vous avez quelque chose qui essaye d'aller plus vite que cette vitesse des ondes sonores, eh bien, vous allez passer le mur du son. OK. Si maintenant on essaye de faire le même calcul, donc la vitesse de propagation d'une onde sonore, mais cette fois-ci dans l'eau. D'accord? On peut imaginer, par exemple, vous savez qu'il y a certains animaux marins, comme les dauphins, par exemple, eh bien, qui, justement, envoient des ondes sonores dans l'eau. C'est leur manière de communiquer.
OK, on peut calculer à quelle vitesse va cette onde sonore. Alors pour ça, eh bien, il faut prendre la densité massique de l'eau. Donc là, pour le coup, c'est 1 tonne par mètre cube, 1000 kg par mètre cube. Et puis, on prend la compressibilité. Alors, vous voyez que la compressibilité, c'est beaucoup plus petit, c'est 4 ordres de grandeur plus petit que pour l'air. C'est beaucoup plus difficile de comprimer de l'eau que de comprimer de l'air. Donc, du coup, le xi ici, il vaut 5-10-10 par Pascal. OK. Si on calcule la vitesse par rapport à ces deux paramètres, eh bien, il faut calculer 1 sur 1000 fois 5-10-10 et vous allez trouver une vitesse qui est de 1400 mètres par seconde. OK, ça veut dire qu'une onde sonore dans l'eau, eh bien, elle parcourt 1,5 km à peu près par seconde. Vous voyez que cette vitesse est beaucoup plus grande que la vitesse dans l'air. Et donc, cette différence de vitesse, elle est principalement due au fait que que les liquides sont très peu compressibles et que du coup, la propagation va se faire très, très rapidement. OK, vous verrez dans le TP sur les ondes, eh bien, vous pourrez faire ces mesures de vitesse de propagation d'ondes sonores justement dans l'air et dans le vide et comparer ces vitesses-là. Pas de questions là-dessus? OK, alors je finis en regardant donc les problèmes d'énergie, de transmission d'énergie, des ondes sonores dans des fluides. Alors, on peut calculer par analogie avec la corde, eh bien, on peut calculer les énergies cinétiques et potentielles qui sont transportées. Donc, il suffit de regarder par rapport à la vitesse. Donc ici, on a une énergie cinétique donc, qui va être 1,5 de m. Alors m, ça va être en fait la densité massique, ρ, fois l'élément de volume, S dx, fois la vitesse, d rond S sur dt, le tout au carré. D'accord? Ça, c'est le terme en 1,5 de mv2. Et puis ici, donc, on regarde par rapport à la force qui va s'exercer. Donc, je vous rappelle, c'est la compressibilité. Donc, ici, on retrouve un ds sur dx, qui est le facteur de surpression au carré, fois S dx, donc le volume, divisé par xi. OK, donc du coup, on va trouver une énergie totale qui est donnée par cette expression, 1,5 de ρs dx, d2s sur dt2 au carré, plus 1,5 de s sur xi dx, ds sur dx au carré. Et donc, comme tout à l'heure pour la corde, eh bien, on peut calculer l'énergie moyenne, donc en prenant une onde qui a la forme toujours d'une onde progressive harmonique, comme on la connaît et comme on va toujours l'utiliser. S maximum, cosinus kx moins oméga t. Je peux calculer les dérivés comme tout à l'heure. Et puis, je peux utiliser donc la même relation de dispersion, oméga égale kv. Donc, ça va me donner oméga 2 égale k2v2. Autrement dit, si je remplace la vitesse par sa valeur 1 sur racine de ρxi, eh bien, je vais trouver ici K2, 1 sur ρxi. Et donc, si je remplace ça dans l'expression de l'énergie, eh bien, je vais avoir ici donc 1,5 de ρ s dx oméga 2 plus 1,5 de s dx sur xi K2 S maximum au carré, sinus carré de kx moins oméga t. Je vais pouvoir mettre ça en utilisant la formule de k ici en fonction de oméga, eh bien, sous la forme de ρ s oméga 2 s carré sinus carré dx. Quelque chose d'assez similaire finalement à ce qu'on avait tout à l'heure pour la corde. Donc on va trouver ici une densité d'énergie linéique qui est proportionnelle donc à bien, la densité fois la surface de propagation dans laquelle se propage l'onde, si c'est un tube, fois oméga 2, fois S2, fois un sinus carré de kx moins oméga t, qu'on va pouvoir intégrer sur une période.
Ça va nous donner ici l'intégrale de sinus carré sur une période, c'est 1/2. Donc, on va avoir ici une énergie linéique qui est de 1/2 de rho S oméga 2 fois le S au carré. Donc, vous voyez qu'ici, de nouveau, hein, on va avoir une énergie qui va être proportionnelle au carré de l'amplitude. Autrement dit, si vous multipliez l'amplitude de la variation de pression par 2, eh bien, l'énergie transportée, elle va être multipliée par 4. Hein, si vous multipliez par 10 la variation d'amplitude, eh bien, ça va multiplier ici par un facteur 100 l'énergie. Et d'autre part, vous voyez que c'est aussi proportionnel au carré de la fréquence, de la pulsation qui est proportionnelle à la fréquence, donc de la fréquence. Donc, autrement dit, plus vous allez vers les hautes fréquences, hein, plus vous allez vers les sons aigus, eh bien, plus vous allez avoir ici d'énergie transportée par l'onde. Donc, ça varie même comme le carré. Donc, si vous allez vers une fréquence qui est double de la précédente, eh bien, vous avez 4 fois plus d'énergie qui est transportée. Ça vous donne l'impression, par exemple, eh bien, que les notes aiguës, donc qui ont des fréquences élevées, eh bien, elles ont toujours une intensité en fait, qui vous semble plus forte que les notes graves. D'accord? Vous avez déjà certainement eu cette impression. Hein. Quand vous avez une note aiguë, eh bien, ça vous donne l'impression que c'est beaucoup plus fort. En fait, c'est dû justement au transport d'énergie qui est plus important. Alors, on peut aussi déduire donc, la puissance, c'est-à-dire la variation d'énergie en fonction du temps. Hein. Donc, c'est comme tout à l'heure, 1,5 de rho S oméga S au carré multiplié par la vitesse. Enfin, comme tout à l'heure, disons. Une expression similaire à celle que l'on avait tout à l'heure pour l'accord. Et puis enfin, on peut définir ce qu'on appelle l'intensité. Alors l'intensité, c'est quoi? C'est en fait la puissance par unité de surface. Hein. Quand vous avez une onde sonore, en général, donc soit elle se propage dans un tube, donc sur une certaine surface, soit elle se propage dans, on va dire, l'environnement général, et en général, ça se propage de manière symétrique, c'est-à-dire sur une sphère qui va remplir tout l'espace. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de regarder si j'ai un détecteur, quelle va être l'énergie qui va arriver sur ce détecteur. Donc, quelle va être la puissance moyenne, finalement, par unité de surface de mon onde. C'est ce qu'on appelle l'intensité de l'onde. C'est ce qui se passe, par exemple, pour un tympan. Hein. Si votre oreille, elle a une certaine surface, et donc le paramètre intéressant pour votre oreille, c'est quelle est l'intensité de l'onde qui arrive, c'est-à-dire quelle est la puissance par unité de surface qui arrive sur votre tympan. Donc pour ça, c'est la puissance moyenne qu'on a ici divisée par la surface, c'est-à-dire simplement 1,5 de rho oméga S, l'amplitude de l'onde au carré, fois V, la vitesse. Donc ça s'exprime en watts par mètre carré. OK. Du coup, on va pouvoir, en utilisant cette notion-là, définir ce qu'on appelle le décibel. Hein, vous avez tous entendu parler de cette unité de décibel, hein, quand vous avez pour le son, notamment. Et donc, on va associer, en fait, un certain décibel sonore qui est en lien avec, en fait, les caractéristiques de l'oreille humaine. En fait, ce qui se passe, c'est que les vibrations perçues par l'oreille vont dépendre de l'intensité, hein, mais aussi, comme je vous l'ai dit, de la fréquence. En fait, on n'entend pas tous les sons. Hein, l'oreille humaine a une certaine capacité à entendre un certain spectre en fréquence. Et en gros, les sons que peuvent percevoir une oreille classique, c'est entre 20 et 20 000 Hz, 20 kHz. Entre 20 et 20 kHz. Quand c'est supérieur à ça, quand c'est supérieur à 20 kHz, on n'entend plus. Inversement, quand c'est inférieur à 20 Hz, on n'entend plus non plus.
Alors, ça dépend un peu des individus, hein. Et puis, il y a une variation en fonction de l'âge. C'est principalement dû à la flexibilité en fait, du tympan. OK, le maximum de sensibilité pour l'oreille, ça se situe autour de 4 kHz. D'accord? C'est là où on entend le mieux, autour de 4 kHz. Et on a défini donc, alors pas à 4 kHz, mais à 1000 Hz, donc à 1 kHz, ce qu'on appelle le seuil d'audibilité, donc ce qu'on est capable d'entendre en fonction de l'intensité. Et donc, c'est de l'ordre de 10-12 watts par mètre carré. D'accord? Si l'intensité est plus faible que ça, eh bien, on n'entend plus. Inversement, si vous montez le son, donc vous montez l'intensité du son sur votre baladeur ou sur votre téléphone ou sur votre chaîne Hi-Fi ou dans un concert, eh bien, à ce moment-là, c'est ça que vous augmentez, hein, c'est l'intensité de votre onde. Et quand vous arrivez à une onde qui a une intensité qui est de 1 watt par mètre carré, eh bien, vous arrivez au seuil de douleur, en fait. Hein, et si vous allez au-delà de ça, eh bien, vous allez pouvoir faire claquer votre tympan, c'est-à-dire que la membrane, en fait, va se déchirer. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, vous allez déformer tellement votre membrane qu'elle ne va plus pouvoir être suffisamment élastique pour subir cette déformation. Alors, par rapport à ça, donc, on a défini donc, une dynamique de l'oreille qui va couvrir donc, ce domaine d'intensité, vous voyez, qui fait 12 ordres de grandeur. Donc, pour couvrir un domaine comme ça, en fait, on va travailler en échelle logarithmique. Et justement, cette échelle logarithmique, c'est justement ce qu'on appelle le décibel. Donc, on note delta, c'est 10 fois le logarithme d'un rapport d'intensité, I1 sur I2. Et donc, I1, ça va être l'intensité du signal auquel on va attribuer des décibels. Et I2, eh bien, ça va être justement cette intensité minimale, d'accord, le seuil à partir duquel vous commencez à entendre. Donc, on l'a dit, le seuil, c'est 10-12 watts par mètre carré. Si vous faites le log de 10-12, log décimal de 10-12, ça vous fait moins 12, multiplié par 10, ça vous fait moins 120. Avec le moins qui est là, ça fait plus 120. Et donc, vous allez pouvoir transformer cette équation-là en 120 plus log de l'intensité que vous mesurez. OK? Alors, cette intensité, hein, ici, le log ici de l'intensité, ça va être quelque chose de négatif, puisque ça va être du 10 moins quelque chose. Si vous arrivez à 1, le log de 1, c'est 0. Donc, vous avez I égale 120 à 120 décibels. Ça veut dire que vous avez un son qui fait 1 watt par mètre carré. Et donc, du coup, 1 watt par mètre carré, ça correspond à 120 décibels. C'est la limite de douleur du son pour l'oreille humaine. Hein, si vous avez une intensité qui est plus grande que 120 dB, eh bien, à ce moment-là, votre oreille, elle va souffrir. Et en fait, à partir de ça, si vous montez au-delà, vous allez pouvoir claquer votre tympan. Donc, on peut regarder à quel déplacement ça correspond, d'accord, en termes de déplacement de couche d'air et donc en termes de déplacement du tympan. Donc, on peut faire ça avec les données qu'on a. Hein, il suffit de calculer le déplacement maximum ici, dû à l'onde, le S maximum, à partir de l'expression qu'on avait précédemment pour S en fonction de l'intensité, d'accord, qui est ici. L'intensité, c'est 1,5 de rho oméga 2 S2 fois V. Donc, en remplaçant par les valeurs, ça fait S qui est 1 sur oméga racine de 2 fois l'intensité sur rho V. Et en prenant la vitesse pour l'onde, la densité pour l'air, 1,3 kg par mètre cube,
330 mètres par seconde pour l'onde, 1 watt pour l'intensité, avec une fréquence de 1000 Hz, c'est-à-dire 2π fois 1000 pour la pulsation, eh bien, vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 10-5 mètres, c'est-à-dire 10 micromètres. Et donc ça, c'est le déplacement des couches d'air qui vont commencer à faire vibrer sur 10 micromètres. Au niveau de l'oreille, vous allez donc déformer votre tympan de 10 micromètres quand vous êtes à 120 dB. Si vous déformez de plus que ça, eh bien à ce moment-là, vous allez claquer parce que votre tissu ne va pas supporter la déformation. OK. Donc, du coup, voilà ce que je voulais vous raconter sur ces ondes mécaniques. Donc, on est au bout là. On va pouvoir attaquer maintenant les ondes électromagnétiques. Et donc, on va voir les particularités de ces ondes électromagnétiques. Est-ce que vous avez des questions sur les ondes mécaniques avant qu'on les quitte complètement? Donc, vous verrez, hein, il y a un TP sur les ondes hein, qui essaiera de reprendre certaines des notions qu'on a vues ici, notamment concernant la vitesse de propagation de ces ondes et les phénomènes d'addition d'ondes, éventuellement d'interférence ou de modulation, c'est-à-dire de battement pour les ondes. Et bien sûr, là, j'ai une petite question. Oui, Ça pourrait exister aussi pour le cas du coucou mécanique, pour les ondes mécaniques. pardon? Ça pourrait exister aussi pour le cas du coucou mécanique, pour les ondes mécaniques. Qu'est-ce qui pourrait exister? Ça existe aussi, ouais, ce que je voulais dire là, est-ce que dans les ondes mécaniques, là, en existera-t-il en fait, En fait, surtout là, les calculs d'ondes sur lesquels le coucou mécanique. alors, qu'est-ce que vous appelez les ondes mécaniques? Parce que ici, ce dont j'ai parlé, ce ne sont que des ondes mécaniques. Non, en fait, notre appareil, en fait, là, ouais, par la pendule, là, le coucou mécanique. Vous voulez parler d'ondes sismiques, par exemple? Non, l'onde sismique, là, qui est le sismographe, là, oui, là, Oui, c'est ça. on l'a vu, ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on peut avoir, donc, quand on a, par exemple, un séisme, donc on va avoir des couches qui vont bouger les unes par rapport aux autres. Ça va créer un déplacement. Ce déplacement, il va se propager à la surface de la Terre. Alors, il faut voir que ça va se déplacer très, très vite, hein, encore plus vite que dans un fluide, parce que la Terre, justement, elle a encore un coefficient de compressibilité qui est encore plus petit que pour l'eau, que pour un fluide. Donc ça, c'est des ondes, effectivement, qui vont pouvoir se propager à la surface et qu'on va pouvoir détecter à l'aide d'instruments comme des sismographes. Ouais. Hein, mais c'est le même phénomène. Oui. D'accord? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Je pense que dans les travaux dirigés, il y aura un exercice là-dessus sur justement les propagations de différents types d'ondes dans différents milieux. OK, donc je vais arrêter le partage sur ce document-là. Et puis, donc, je vais reprendre sur les ondes électromagnétiques. Alors, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. OK, il nous reste qu'un quart d'heure, donc ça va être juste vraiment l'introduction hein, sur ces ondes électromagnétiques. OK. Alors, quand on va parler d'ondes électromagnétiques, donc on va voir pourquoi est-ce qu'on appelle ça des ondes électromagnétiques, pourquoi est-ce qu'on associe en fait le champ électrique et le champ magnétique dans ces ondes-là. Et donc, ça va forcément nous amener à reparler de notions que vous avez vues au premier semestre, hein, qui sont les notions qui viennent de l'électrostatique et de la magnétostatique. En fait, les équations qu'on va utiliser ici, eh bien, ça va être les équations
que vous avez vues au premier semestre qui s'appliquent à des distributions de charge ou des distributions de courant. On va voir comment, à partir de ces équations que vous connaissez déjà, en regardant une forme locale de ces équations, vous avez surtout vu la forme intégrale, on va voir ce qu'on appelle la forme locale, eh bien, on va arriver à un système d'équations qu'on appelle les équations de Maxwell, qui sont 4 équations qui sont couplées les unes aux autres et qui permettent de définir eh bien, justement ce qu'on va appeler les ondes électromagnétiques. On va voir comment, à partir de ces équations de Maxwell, eh bien, on peut établir une équation d'onde, comme on l'a fait là pour la corde ou pour le son, mais cette fois-ci pour les champs électriques et magnétiques, et que ça va nous définir ce qu'on appelle justement des ondes électromagnétiques. On verra comment le champ électrique et magnétique sont couplés entre eux. On ne peut pas les dissocier. Si on en a un, on a forcément l'autre. Et comment? Eh bien, on va pouvoir créer ça. Alors, on va prendre un cas simple, parce qu'on n'a pas tant d'heures que ça pour décrire tous les phénomènes électromagnétiques. Donc, on va prendre un cas simple qui est la propagation de ces ondes électromagnétiques dans le vide. Donc, on va se placer dans un milieu qui est le vide. Et on va voir que dans ce vide, eh bien, il peut exister la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique sans support matériel, en fait. OK, donc ça va nous amener à définir eh bien, justement ces ondes électromagnétiques avec une grosse différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous avez vu que jusqu'à présent, en fait, on avait des champs qui étaient ce qu'on appelle des champs scalaires, c'est-à-dire qu'en fait, on a juste une dimension dans l'espace. On avait une onde qui se propageait selon une dimension et une déformation qui se faisait dans l'autre dimension ou dans la même dimension, selon qu'on a des ondes le long d'une corde ou le long du phénomène de son. Ici, la grosse différence, c'est qu'on va avoir des champs vectoriels. Donc, on va voir comment ça introduit des choses un peu différentes par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On verra ensuite donc, ce qu'on appelle la notion de polarisation, c'est-à-dire comment les champs électriques et magnétiques qui constituent ces ondes électromagnétiques, eh bien, ils vont éventuellement avoir des directions d'oscillation particulières par rapport à ce qu'on va appeler le plan d'onde. Et puis ensuite, donc, on va regarder donc, ces ondes électromagnétiques, comment ça se passe quand elles commencent à interférer avec des matériaux. Et notamment, on va surtout regarder ce qui se passe sur un matériau conducteur. Ça va nous amener à parler donc, de la réflexion de ces ondes électromagnétiques sur des surfaces métalliques. D'accord? Et puis, on va voir comment cette réflexion, elle peut notamment donner lieu à ce qu'on appelle des ondes stationnaires, c'est-à-dire comme on a vu précédemment dans les ondes mécaniques, quand on a une onde qui se propage dans un sens, qui va s'additionner à une onde qui se propage dans le sens inverse, eh bien, on va pouvoir créer des ondes stationnaires. Et ces ondes stationnaires, on va voir comment ça s'exprime pour les ondes électromagnétiques. Ça va être assez similaire à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça va nous amener à parler de ce qu'on appelle des guides d'ondes. Des guides d'ondes donc, qui sont en fait des milieux particuliers dans lesquels ces ondes électromagnétiques vont pouvoir être conduites sur des plus ou moins grandes distances. C'est ça qui mènera ensuite à étudier ce qu'on appelle les fibres optiques qui permettent de conduire le signal électromagnétique sur des très grandes distances et qui vous permettent à tous de bénéficier notamment de l'Internet. Et puis enfin, pour finir, donc, on parlera un peu du transport d'énergie dans ces ondes ou par ces ondes électromagnétiques.
Voilà, comment est-ce qu'on peut mesurer cette énergie, comment elle varie en fonction de la distance ou à la source. Donc ça, c'est important, notamment pour tout ce qui est transmission à partir des antennes. Et comment le signal va diminuer quand vous allez vous éloigner d'une antenne émettrice et que vous allez utiliser une antenne réceptrice, qui est la manière dont on explique pourquoi quand on s'éloigne, par exemple, d'une borne Wi-Fi, on va avoir un signal qui va diminuer. Et puis enfin, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, ou sinon ce sera fait en TD et vous aurez un TP dessus. On va parler du phénomène d'interférence et de diffraction de ces ondes électromagnétiques. Voilà, c'est une des applications très importantes de ces ondes électromagnétiques. C'est d'utiliser justement leur interférence et de regarder leur diffraction pour étudier la composition finalement de la lumière, notamment pour faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. Ok, alors dans les 5 minutes qui me restent, je vais juste repartir sur des notions que vous avez déjà, c'est pour ça qu'on va y aller. Notions donc d'électrocinétique et de magnétostatique que vous avez déjà vues au premier semestre. Alors, on va repartir donc de la force de Coulomb, c'est-à-dire la force qui s'exerce entre deux charges électriques, deux charges QA, QB. Donc simplement pour dire que cette force de Coulomb, elle va être inversement proportionnelle au carré qui sépare ces deux charges. Elle s'exprime comme un certain facteur, 1 sur 4 pi epsilon 0, fois le produit des deux charges, QA, QB, divisé par le carré de la distance entre ces deux charges. Ok, donc ça c'est entre deux charges électriques QA et QB. Si maintenant je regarde la force qui s'exerce sur une charge Q qui se situe en un certain point de l'espace par une distribution de charge, grand Q, que je vais placer à l'origine, de la même manière, je vais avoir la force ici qui va s'exprimer comme Q, petit q fois 1 sur 4 pi epsilon 0, grand Q sur R m au carré fois le vecteur UM. Donc à partir de là, je vais pouvoir définir ce que j'appelle le champ électrique ou le champ électrostatique, qui va être justement cette valeur 1 sur 4 pi epsilon 0, grand Q sur R carré fois UOM. Champ électrostatique qui s'exprime donc en volts par mètre. C'est par exemple le champ que vous allez avoir entre deux plaques d'un condensateur. Le facteur 1 sur 4 pi epsilon 0, donc qui vaut 9 10 puissance 9, 9 10 moins 9, pardon, et donc 1 sur 4 pi epsilon 0, 9 10 moins 9, et donc 4 pi epsilon 0, c'est 1 sur 9 10 moins 9, donc c'est à peu près 10 moins 10. Ok, on a aussi que le champ électrostatique, donc on peut l'exprimer en fonction d'un potentiel, une différence de potentiel, ou un gradient de potentiel. Et donc, le champ électrostatique, c'est moins le gradient d'un certain potentiel électrostatique V. Alors ici, je vais vous introduire une notation, je ne sais pas sûr que vous l'ayez vue au premier semestre, je ne me souviens plus si on vous l'avait introduit ou pas, mais le gradient ici, on va le noter sous la forme de ce delta à l'envers avec une flèche dessus. Le gradient, donc c'est ce qu'on appelle un pseudo-vecteur. Donc ça ressemble à un vecteur. C'est un opérateur. Donc ça va être une opération qu'on va faire sur cette fonction V, qui est le potentiel électrostatique. Ok. Alors, cet opérateur, ici, gradient, c'est ce qu'on va appeler l'opérateur nabla. Et on va pouvoir l'exprimer dans différents systèmes de coordonnées.
si on est dans le système de coordonnées cartésiennes, eh bien, on a 3 composantes, une selon x, une selon y, une selon z. Et ce gradient, eh bien, c'est la somme des dérivées partielles selon chacune des coordonnées. Donc, on peut l'écrire comme d rond sur dx, ux, plus d rond sur dy, uy, plus d rond sur dz, uz. D'accord? Et c'est cet opérateur qu'on va appliquer au potentiel au point M. OK, à partir de là, donc on peut regarder le théorème de Gauss. Vous vous souvenez, ce théorème de Gauss? Donc, c'est le flux du champ électrostatique qui sort d'une surface S qui entoure une certaine charge, Q. Et donc, ce flux électrostatique à travers la surface S ici, eh bien, ça va être égal à la somme des charges que j'ai à l'intérieur divisé par epsilon 0. D'accord? Donc, on l'exprime comme le flux à travers la surface fermée ici, S, qui entoure la charge grand Q. Eh bien, ce flux, E fois ds, intégré sur toute la surface, eh bien, c'est égal au rapport entre la charge totale à l'intérieur du volume fois epsilon 0. Alors, cette charge totale à l'intérieur du volume, si je l'exprime en fonction de la densité volumique de charge, eh bien, c'est l'intégrale sur le volume, donc une intégrale triple, de cette densité volumique de charge intégrée donc sur le volume délimité par la surface S. Alors, je vais vous introduire ici donc un théorème qui est un théorème mathématique que je ne vais pas vous démontrer. Donc, vous allez devoir me faire confiance. Vous demanderez à vos profs de maths, bon, on pourrait le démontrer, hein, mais on ne va vraiment pas avoir le temps. Ce théorème de mathématiques, eh bien, il vous dit que en fait, le flux ici, d'un certain vecteur, E, à travers une surface, eh bien, c'est égal à l'intégrale sur le volume de la divergence de E. Alors, qu'est-ce que c'est que la divergence? Eh bien, la divergence, c'est justement le produit scalaire du vecteur de l'opérateur nabla. D'accord? Donc, le nabla, vous vous souvenez de sa définition, hein, en coordonnées cartésiennes, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est la dérivée par rapport aux coordonnées de l'espace. Et donc, on va appliquer cet opérateur au champ électrique. Donc, ça va me donner, en faisant ici un produit scalaire, donc ça va me donner une quantité scalaire qu'on va intégrer sur le volume V. Donc, autrement dit, on va pouvoir dire que de calculer le flux d'un vecteur à travers une surface fermée, c'est la même chose que de calculer l'intégrale sur le volume de la divergence de ce vecteur. Alors en fait, la divergence, c'est quelque chose qui peut être vu comme un espèce de bilan en fait entre ce qui rentre et ce qui sort du volume. D'accord? Si vous avez une divergence nulle, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre et qui sort de votre volume. Si vous avez une divergence non nulle, ça veut dire que si c'est positif, ce qui rentre est inférieur à ce qui sort. Inversement, si c'est négatif, ce qui rentre est supérieur à ce qui sort. Donc ici, si on regarde le flux ici du champ électrique à travers le volume, eh bien, si on a ici une divergence positive, ça veut dire qu'on va avoir un flux qui est présent, donc on va avoir quelque chose de positif, ça veut dire qu'on a à l'intérieur du volume une charge qui existe, Q, au facteur 1 sur epsilon 0 près. Alors, vous voyez aussi que ce Q, on peut aussi l'exprimer en fonction de, justement, de l'intégrale sur le volume de la densité volumique de charge. Autrement dit, à l'aide de ce théorème de Green-Ostrogarsky,
eh bien, on peut écrire que l'intégrale triple sur le volume de la divergence de E, c'est égal à l'intégrale triple sur le volume de la charge, la densité de charge volumique divisé par epsilon 0. Ou autrement dit, donc on arrive au théorème de Gauss local, ce qu'on va appeler le théorème de Gauss local, c'est-à-dire qu'en chaque point de l'espace, en fait, on peut définir cette relation qui est la même chose que le théorème de Gauss, mais simplement au lieu d'être intégrale, c'est local. La divergence du champ électrique, c'est égal à la densité volumique de charge en un point divisé par epsilon 0. C'est ce qui va constituer la première équation de notre système d'équations des équations de Maxwell. Et donc, on va l'appeler l'équation de Maxwell-Gauss. C'est en fait simplement le théorème de Gauss, mais exprimé localement. Alors, juste pour vous fixer un peu plus les idées, si je prends la divergence d'un champ électrique, avec un champ électrique qui a 3 composantes, une selon x, une selon y, une selon z, eh bien à ce moment-là, sa divergence, je peux la calculer comme la dérivée de la composante selon x par rapport à x, plus la dérivée de la composante selon y par rapport à y, plus la dérivée de la composante selon z par rapport à z. Et la somme de ces 3 dérivées partielles ici, eh bien, ça va être égal à la charge, à la charge volumique, à la densité de charge volumique, divisée par epsilon 0. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais on verra que, eh bien, on va pouvoir établir comme ça des équations locales pour nos champs électriques et magnétiques qui vont conduire en fait à 4 équations pour ces champs électriques et magnétiques qui sont les équations de Maxwell. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vais vous souhaiter du coup une bonne semaine de repos. Voilà, profitez-en bien pour vous ressourcer. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour la suite de ce cours. Merci, monsieur, c'est gentil. Je vous en Merci. prie. Bonne journée à vous, bonnes vacances. Merci. À très bientôt.